Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est le Baliste. Ça y est, on l'a fait, on a botté le cul des Anglais après des semaines d'interrogations sur la méthode Galtier. On a enfin eu plusieurs éléments de réponse, mais avant de parler de ce fabuleux crunch qui, moi, m'a fait vibrer, si vous voulez bien, on va d'abord parler de Irlande-Écosse, qui est un autre match qui a été très intéressant ce week-end à regarder, et je vais pas parler de Pays de Galles-Italie tellement le résultat a été sans appel. Alors pour faire court, les Écossais ont manqué pas mal de précision, notamment je trouve en conservation du ballon. Ils se sont beaucoup fait piquer la balle dans des moments forts, dans des moments clés, alors qu'ils avaient réussi à créer de l'avancée. Ils n'ont pas réussi à conserver le ballon, et ce qui a fait qu'au final, ils perdent le match, alors qu'ils ont eu plusieurs actions dominantes. Ils n'ont pas dominé le match, mais ils ont eu des actions très intéressantes, avec beaucoup de mètres gagnés, et je pense qu'il y avait mieux à faire, mais le soutien ne suivait pas forcément, et du coup ils ont perdu le ballon. Et c'est d'autant plus dommage parce que l'arrière écossais, qui est maintenant le capitaine, Stuart Hogg, a fait échapper le ballon dans l'embut sur une des rares actions écossaises qui était aussi proche de la ligne d'embut irlandaise. Donc voilà, il a fait échapper le ballon alors que l'essai était tout fait, et du coup ça fait qu'à la fin les Écossais perdent. Parce que je pense que c'était vraiment un moment charnière du match, et là s'ils marquaient, ils prenaient enfin l'avantage. Et du coup, je pense que ça aurait renversé la vapeur et que les Écossais auraient pu espérer bien mieux. J'ai trouvé que la prestation d'Hastings, le 10 écossais, a été plutôt pas mal, surtout en l'absence du patron au poste normalement, qui est Finn Russell, qui a été écarté, je vous rappelle, du groupe écossais parce que on sait pas trop, au camp d'entraînement il paraît qu'il aurait bu trop ou qu'il se serait mis une cuite en gros, et c'est ce qui se raconte en tout cas. Donc voilà, du coup Russell est absent en tout cas pour ce match-là, et je trouve que Hastings a plutôt bien fait le boulot à sa place. Devant à souligner, c'est le gros match de Damish Watson, qui a été hyper actif en attaque comme en défense. C'est un réel dynamiteur qui est un plaisir à voir jouer. Derrière, je trouve que le numéro 12, le premier centre Johnson, a été assez incisif, avec des belles prises de balles et des belles courses, mais par contre, Hugh Jones, lui, le second centre, le numéro 13, a été fantomatique. Vraiment transparent par rapport à ce qu'il avait montré il y a 2 ans. Je me souviens qu'il avait mis la misère aux Anglais sur ce tournoi-là, et là, je le trouve pas dangereux en attaque, je le trouve aussi très médiocre en défense, parce qu'il s'acharne à vouloir plaquer sur le haut du corps alors qu'il est pas fort de ce point de vue-là. Ouais, il subit, et en défense, c'est une réelle catastrophe. Et là, du coup, je comprends son absence à la Coupe du Monde. Côté irlandais, c'est pas terrible non plus, je trouve qu'on se fait toujours chier à regarder les Irlandais, et là, franchement, il y a même plus d'efficacité de rouleau compresseur comme ça avait pu être le cas avant la Coupe du Monde. Là, c'est juste une équipe qui enchaîne les charges et qui a une forte dimension physique, qui a une belle défense aussi pour empêcher les Écossais de venir, mais sinon, il n'y a pas grand-chose de plus, et c'est quand même assez chiant à regarder. Et ça, d'autant plus que les Irlandais étaient dominants en termes d'occupation et de possession. Ils ont quand même pas survolé les Écossais, ils les ont dominés, mis sous pression, mais ils ont pas non plus réussi à créer de belles choses alors qu'ils avaient les moyens de le faire. C'est un réel manque d'inspiration et de créativité qui aurait dû tuer les Écossais. Le système offensif est bien trop morne, et en plus je trouve que les deux centres irlandais que sont Robbie Henshaw et Gary Ringrose apportent quand même assez peu d'incertitude. C'est pas des joueurs qui me font rêver quand je les vois jouer en fait. Mais même Stockdale, qui avait fait une forte impression en 2018, là il n'apporte rien en fait. Et je pense qu'après ce match, malgré leur victoire, on doit quand même pas mal se poser de questions, parce que là ça marche face à une équipe écossaise qui est quand même pas la plus forte physiquement et qui est facile à dominer, à mettre sous pression, mais lorsque ce sera contre des équipes comme le Pays de Galles ou la France, avec une défense bien plus en place que l'essai des Écossais, et aussi avec un pack qui est peut-être un peu plus dense et qui répond un peu plus avec plus d'agressivité, je pense que là les Irlandais ça passera beaucoup moins bien. Donc bref, les Écossais ont montré un très beau visage sur ce match-là, bien plus qu'en Coupe du Monde je trouve, et j'ai hâte de les voir accueillir les Anglais à Édimbourg dans le stade de Murrayfield. Bon, après ce choc interceltique, passons maintenant à la première victoire du 15 de France pour les débuts de l'ère Galtier. Tout d'abord, c'est une immense satisfaction, on a battu les Anglais, et avec la manière en plus. Pour moi, le score est même assez flatteur pour les Anglais, parce que je rappelle qu'on a quand même mené 24-0 jusqu'à la 55e minute, face à une équipe qui est vice-championne du monde, qui a 2 fois, 3 fois plus de sélections que non nos joueurs à nous. C'est juste immense, sans compter le fait qu'on avait ni la possession et ni l'occupation. Alors sur quoi, selon moi, s'est bâtie cette victoire? Tout d'abord, je vais pas vous surprendre, hein, c'est sur la défense. On a eu beaucoup de stats qui sont parus sur les réseaux sociaux, sur Rubinister et tout ça, qui ont été relayés, avec quelque chose comme 95% de plaquages réussis, ce qui est énorme. Donc 100% pour la 3ème ligne titulaire, qu'on n'a pas loupé un seul. Mention spéciale du coup à Bernard Leroux et Grégory Aldrit, qui ont été fabuleux dans ce match-là. Que ce soit Underhill, Curry, les gros Sinclair, Itoge et compagnie, ils les ont arrêtés, ils les ont coupés net, et quand tu fais un plaquage offensif, ça met toute l'équipe dans l'avancée quoi. Et derrière aussi, mention spéciale aussi à Ficou, qui a terminé le match avec 18 plaquages, soit 4 de plus que Itoge, qui est le meilleur plaqueur anglais. Alors c'est vrai que du coup on n'avait pas la possession, donc c'est facile d'avoir plus de stats de plaquage, mais c'est quand même impressionnant d'avoir un centre qui finit avec 18 plaquages. Donc voilà, la défense a été monstrueuse, et les Anglais ne doivent leur essai qu'à 2 fulgurances de Johnny May, qui a profité des erreurs défensives de nos ailiers pour aller marquer. Sinon, ils ont eu beau pilonner notre ligne d'en but pendant plusieurs minutes,
On n'a pas cédé, on a concédé genre une pénalité je crois, ou 2 peut-être, et sinon on s'est pas fait prendre, ça c'est bien. Et cette efficacité défensive, elle s'est couplée à une forme physique et à une fraîcheur aussi mentale je pense, qui est assez satisfaisante, même si on a eu un coup de moins bien évident vers la 65e minute, parce qu'on a quand même beaucoup bataillé, et puis il y a eu un turnover, ce qui a fait qu'on a eu un peu moins de fluidité dans le jeu, mais on a quand même bien tenu par rapport au match précédent sous l'ère Brunel, où on se démobilisait à la 55e, 60e minute. Là certes on a subi, on a plié, mais on n'a pas craqué, et c'est ce qui fait la différence à la fin. Cette fois-ci on a gardé notre forte agressivité, supporté par un public qui était aussi déchaîné. Ça s'entendait à la télé que le Stade de France était bouillant, et franchement c'est quelque chose qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir ces derniers temps. J'ai aussi constaté plus de liens dans cette équipe, j'ai trouvé que les joueurs s'investissaient encore plus que ce qu'on avait vu en Coupe du Monde même, avec des gros qui sont au soutien de leurs 3/4, comme les attestent les 2 essais d'Olivon, avec une conservation qui est beaucoup plus propre face à des Anglais qui sont pourtant connus pour avoir des poisons au grattage comme Curry et Underhill. Mais à ce jeu-là, c'est nous qui avons été plus efficaces, notamment grâce à Poirot, grâce à Aldrit et peut-être grâce à Marchand, je suis pas sûr. Je remarque aussi qu'on a été assez peu indisciplinés, et aussi qu'on a fait moins de fautes de main que nos homologues anglais, qui eux les ont enchaînés. Je crois qu'ils ont fait quelque chose comme 21 en avant. C'est digne d'un match de série, ça, de faire 21 en avant dans un seul match, t'imagines, surtout avec des joueurs d'une carrure comme Farrell, comme Ben Youngs, comme Ford, etc. Ils ont fait des en avant à la pelle, et ça notamment je pense grâce à une bonne défense, et surtout parce qu'on les a tapés d'entrée et qu'ils savaient plus quoi faire les Anglais. J'ai trouvé aussi qu'on était capable d'enchaîner beaucoup plus les temps de jeu, de répéter les efforts pendant plusieurs minutes, et de trouver les espaces de manière intelligente malgré le fait qu'on soit un peu dans le rouge, qu'on soit dans la précipitation, comme sur le premier essai où Thomas franchit une première fois grâce à une passe de Dupont à hauteur, parce que Thomas se propose très bien dans l'intervalle, et Dupont réagit assez vite, ce qui va amener quelques temps de jeu plus tard à l'essai de Ratez, où Ratez se propose dans l'intérieur de Ntamak, qui lui fait un petit retour, et du coup Ratez n'a plus qu'à effacer Ben Youngs pour aller marquer en interpromise. Donc on a réussi à enchaîner des phases et à trouver des solutions rapidement malgré la vitesse et malgré l'urgence du moment, et ça c'est bien parce que c'était pas forcément quelque chose qu'on réussissait tout le temps avant. Je pense aussi que la fraîcheur physique vient de la préparation de Thibaut Giroud. J'avais vraiment beaucoup de doutes par rapport à ça quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de blessés comme Chat, comme Penaud qui devaient conduire déclarer forfait pour ce match-là. Je me suis dit que c'était un petit peu limite d'être aussi exigeant envers des joueurs qui sortent des phases de Coupe d'Europe, mais sur ce match-là je dois avouer qu'on a répondu présent dans le défi physique, même si on a eu plusieurs forfaits de renom. Tant mieux pour nous parce qu'on a réussi à rivaliser. Donc sur le deuxième essai qui est le premier essai de Charles Olivon, je vais pas commenter plus que ça parce que je sais pas si l'essai est vraiment valide en fait, mais pour une fois ça tourne en notre faveur face aux Anglais, on va pas se plaindre, et en plus c'était à eux de pas arrêter de jouer alors que l'arbitre n'a pas sifflé. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on joue, point barre, c'est ce qu'on nous apprend depuis l'école de rugby. Si eux connaissent pas leurs fondamentaux, c'est pas notre problème. Les Anglais ont réellement paru dépassés, perdus et vraiment en plein doute. Je pense qu'ils s'attendaient pas à tant d'agressivité et tant de répondants de la part de l'équipe de France. En plus ils ont perdu Tulagi vers la 20e minute, Tulagi qui avait pour but très clairement d'aller agresser Ntamak sur ses prises de balles, d'aller le péter dedans le plus possible pour l'impacter, pour créer des brèches. Ntamak qui a subi mais qui n'a pas cédé non plus, et ça c'est quand même bien parce que vu la différence de gabarit, c'est pas donné à tout le monde. Et du coup lorsque Tulagi est sorti blessé, le jeu anglais s'est encore plus enrayé, parce que Tulagi c'est quand même celui qui doit créer des points de fixation en arrivant très vite pour gagner la ligne d'avantage, pour qu'ensuite le jeu puisse rebondir rapidement après lui, et du coup pour permettre à ses partenaires de trouver de l'avancée. Et l'entrée en jeu de Jonathan Joseph n'a pas changé grand chose, et il a été assez transparent au final. En seconde mi-temps, notre bonne défense nous permet d'éviter de justesse l'essai de Jonathan Joseph, avec Boutier qui revient très bien sur lui et qui lui fait éclater le ballon au contact. Boutier d'ailleurs qui, sans être flamboyant, a été pour moi très rassurant, que ce soit en défense où il a aussi arrêté Cruz qui était lancé et qui a failli marquer, mais Boutier l'a coffré dans l'embut, et ça c'est pas donné à tout le monde de coffrer Cruz alors qu'il lui met 30 kg et une tête de plus. J'ai trouvé aussi très rassurant sur les ballons hauts et sur le jeu au pied. Il a fait un jeu au pied de 90 mètres, ça je pense pareil, vous avez dû le voir, ça a fait le tour. Et franchement un arrière rassurant, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir jouer pleinement. Arrive ensuite le troisième essai français qui est extraordinaire, Dupont qui choisit d'inverser sa course pour gagner le petit côté et battre du coup 4 défenseurs avant de servir Olivon sur un plateau pour le troisième essai français. Olivon du coup qui marque un doublé, et je pense qu'il pouvait pas réveiller mieux pour son premier capitanat en équipe de France. Mais malgré ce 24-0 infligé sévèrement aux Anglais, les choses vont commencer à tourner vers la 56e minute lorsque Johnny May profite d'un surnombre pour percer, taper par-dessus Boutier pour le battre, et ensuite il va battre aussi Teddy Thomas à la course. Cet essai va marquer le réveil anglais, réveil qui sera doublé du coup par Johnny May encore une fois, qui là encore va profiter d'une montée trop rapide de Vakatawa qui crée un décalage, et du coup Johnny May est bien servi, il s'engouffre dans un trou qui permet du coup après de battre Ratez, Ntamak, Boutier et Teddy Thomas. Je vais commenter un petit peu ces deux essais. Même si c'est pas la faute de Teddy Thomas au départ, je trouve qu'il a un comportement assez laxiste.
assez attentiste sur ces 2 essais-là. D'accord, c'est pas son aile, c'est pas lui qui est à l'origine du décalage, de la percée des Anglais, mais sur le premier essai, déjà, on n'a pas l'impression qu'il soit vraiment à fond quand il court pour aller récupérer May. Quand on connaît Teddy Thomas et sa pointe de vitesse, là, très clairement, c'était pas son maximum. Tandis que sur le second, il tente à peine de plaquer Johnny May, alors qu'il y avait le moyen de peut-être le stopper, de lui faire une cuillère, je sais pas. Et là, je sais pas, on dirait juste qu'il fait du toucher. Alors je veux bien que l'anglais aille très très vite et que ce soit très difficile d'appréhender sa course pour savoir où est-ce qu'il va arriver, dans quel angle. Mais merde quoi, faut se jeter dans ses jambes pour faire un truc et pas juste le regarder passer et lui caresser les fesses. Donc voilà, j'ai bavé un peu sur Teddy Thomas. Autrement, il a fait des belles choses sur les peu de choses qu'il a faites. Je vais pas non plus continuer là-dessus. Surtout qu'à la base, c'est pas forcément lui qui est à l'origine des erreurs défensives, mais je trouve qu'il a quand même un petit peu un manque d'implication des fois qui est assez pénible à regarder. Des fois, j'ai l'impression qu'il met plus d'énergie dans ses célébrations que dans ses envies de défendre. Et ça, c'est assez chiant. Bon, bref, si en dehors de ces 2 actions, on a eu une très très bonne défense et qu'on a une réelle solidité physique et mentale, tout n'est pas parfait. Premièrement, c'est la conquête qui pêche. On a réellement subi en mêlée en seconde mi-temps, notamment lorsque le coaching a été opéré, mais ça je vais y revenir un petit peu après. Donc la mêlée, mais aussi la touche, qui a été un gros point noir. On a perdu beaucoup de ballons dessus. On s'est fait contrer 1 ou 2 fois, je crois, mais surtout on a perdu des ballons bêtes sur des lancers un peu foireux, et ça c'est pas normal. Heureusement que les Anglais ont eu beaucoup de déchets eux aussi, avec beaucoup de fautes de main, et qu'on a pu aussi s'appuyer sur notre très forte défense, mais on n'aura sûrement pas toujours autant de chance. Je regrette vraiment ce manque d'efficacité en conquête, parce que du coup on n'a pas eu de vrai lancement de jeu, on n'a pas pu voir de réels combis se mettre à l'œuvre, et j'aurais bien aimé voir comment Vakatawa était utilisé au centre du terrain. J'aurais bien aimé le voir un peu plus ballon en main. Donc voilà, ça c'est mon regret, c'est qu'on n'a pas pu avoir de vrais lancements de jeu. J'espère que la suite du tournoi nous apportera plus de satisfaction de ce côté-là du coup. L'autre souci pour moi réside dans le coaching. Si Poirot a fait une entrée remarquée, notamment quand en 2 ballons, et que Bamba a fait une plutôt belle impression dans le jeu courant avec des belles charges, c'est quand ils sont rentrés qu'on a pris la marée en mêlée. Je pense aussi que la sortie de Willem C, qui a été remplacé par Palu, y est aussi pour quelque chose, parce que Palu pour moi est encore sûrement trop léger en numéro 5 pour le niveau international. Je rappelle que le numéro 5 il doit souvent être plus massif et plus gros pousseur en mêlée, parce qu'il est derrière le pilier droit, et le pilier droit en gros il prend la pression du talonneur adverse et du pilier gauche adverse en même temps, et du coup c'est pour ça qu'il faut un 5 qui cale bien derrière pour que le pilier droit subisse le moins possible. Et du coup je pense que Palu est quand même moins gros pousseur que Willem C, et ça s'est vu. L'entrée de Woki aussi a été un peu mitigée, il n'a pas fait de grosses erreurs, mais je pense qu'il est encore un peu léger pour le niveau international, et surtout qu'on a sorti Kroos un peu trop tôt, parce que Kroos faisait un très bon match jusque-là. Surtout ce que je peux reprocher à Woki, c'est sa passe pourrie pour Bernard Leroux, qui fait que du coup on conserve un turnover, alors qu'on venait juste de récupérer notre balle dans le 22, et que là du coup ça nous remet sous pression. Donc voilà, c'est pas une erreur catastrophique, mais c'est un manque de précision, un manque de lucidité à un moment clé du match, et voilà, c'est juste que le niveau international ça ne pardonne pas. On va pas lui reprocher son envie de jouer, mais juste un manque de lucidité quand même qui aurait pu être dommageable. Donc voilà à peu près tout pour ce match France-Angleterre, qui a été un très très bon match d'ouverture pour ce tournoi de 2020, surtout pour Larry Galtier. C'est très encourageant pour la suite. On va passer maintenant au top et au flop. Je vais inclure les Anglais aussi dans ces tops et ces flops. Alors pour moi les tops c'est May, un doublé. Olivon c'est pareil, un doublé, présent sous les ballons hauts et présent au soutien toujours. Ça c'est très important. Ficou, Aldrit et Bernard Leroux pour l'ensemble de leur œuvre, notamment en défense. Et Dupont du coup pour son énorme prise de balle sur l'essai d'Olivon et pour son gros plaquage qui nous sauve sur Willy Heinz à la 78e minute. On peut lui pardonner du coup son coup de pied malencontreux en ballon mort parce qu'il pensait que c'était la fin du match, mais il restait encore 1 minute. Donc voilà, ça arrive. J'ai vraiment cru qu'on allait perdre le match là-dessus, mais finalement non. Dupont quand même une grosse valeur sûre. J'aurais bien aimé voir Serein, mais Dupont a quand même assuré le match, on peut le dire. Ensuite en flop. Alors, Willem C, c'est pas un énorme flop parce qu'il a quand même fait beaucoup de plaquages, qu'il a été très très bon en mêlée, je pense, parce que ça s'est vu quand il est parti, mais je le trouve pas assez dominant pour son gabarit et il se déplace pas assez, je pense. C'est tout ce que j'ai à lui reprocher parce qu'il a quand même un énorme physique, mais on l'a pas vu assez impacter la défense adverse. Aussi pour moi en flop, c'est les remplaçants en mêlée. Je trouve qu'on a trop subi, c'est pas normal à ce niveau-là. Bamba en plus a perdu aussi quelques ballons dans le jeu courant, je crois. Il a pas été très propre, même s'il a montré beaucoup d'envie. Faudra corriger ça maintenant. En flop, je vais mettre aussi Ratez. Alors ça va peut-être vous surprendre parce qu'il a fait une belle partie, il a fait un essai plus une passe décisive, c'est quand même bien, mais il a eu beaucoup de déchets et je pense quand même que c'est pas normal à ce niveau-là. Il concède quand même que 4 turnovers, c'est beaucoup pour un seul joueur. Et en plus, il se fait prendre assez facilement sur le deuxième essai de Johnny May, où il n'arrive pas à conclure son plaquage sur lui. Donc voilà, il a fait un bon match, il a eu du bon et du moins bien, mais c'est pas normal de perdre autant de ballons. Ensuite, pour moi, c'est Teddy Thomas, dont j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il n'est pas assez impliqué des fois, ou en tout cas, il ne paraît pas assez impliqué. Et je trouve qu'il se propose pas assez. Alors oui, il a pas eu beaucoup de ballons, mais c'est pas beaucoup proposé dans la ligne non plus. Et la seule fois où il l'a fait, il l'a franchi. Donc je pense qu'il aurait dû se proposer plus souvent. Ensuite, côté anglais, pour moi, c'est tout l'axe Young, Ford, Farrell, catastrophique, des mauvais choix, beaucoup de fautes de main, des passes pourries. C'est franchement un match horrible pour eux. Vous pouvez voir la détresse et l'incompréhension dans leur jeu. Ça se voyait qu'ils savaient plus où ils habitaient, les mecs. Et franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et ensuite, l'arrière Furbank qui a fait 3 ans en avant. C'est un match à oublier pour lui. Sinon, le pack anglais a été
plutôt dominant, a été assez propre, même si ça fait beaucoup repousser en défense. Donc voilà, le pack anglais était bon dans l'ensemble. J'ai rien à dire là-dessus, je crois que j'ai pas de flop chez les avants anglais. Donc ça c'était mes tops et mes flops, n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire pour en débattre parce que vous avez sûrement d'autres avis, notamment sur Atez et Teddy Thomas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc n'hésitez pas à participer en commentaire pour donner votre avis, c'est toujours très intéressant de vous lire. Donc maintenant on se tourne vers l'Italie qui devrait être un match un peu plus cool, mais il ne faut pas se laisser surprendre et je pense qu'il faut continuer sur notre lancée, être des tueurs. Maintenant il faut que l'euphorie retombe un petit peu pour laisser place au sérieux et il faut avoir la tête maintenant aux prochains matchs qui vont arriver et qui vont être tout aussi importants pour gagner peut-être le tournoi. Je commence à y croire. Bref, c'était tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. N'oubliez pas de me dire quels sont vos tops et vos flops dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouvera sûrement pour le débrief du match face à l'Italie. Et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.